Voilà, j'ai ici un disque dur de marque Seagate, un modèle Barracuda. Il est en panne. Voilà, donc je vais montrer le dépannage de ce disque dur. Je voudrais juste, avant de montrer, de faire la démonstration au niveau de la tentative d'allumage avec ce disque dur en panne, donner quelques précisions. Alors cette réparation, ça s'adresse au disque dur, donc aussi bien SATA que IDE. Par contre en 3,5 pouces uniquement. Ça fonctionne pas avec les disques durs pour portable, enfin pas à ma connaissance. Et ça fonctionne pas avec les disques durs SSD. Donc voilà, si vous avez un disque dur SSD qui est en panne ou un disque dur de 2,5 pouces et que vous pensez réparer votre disque dur en regardant cette vidéo, ça sert à rien parce que ça fonctionnera pas. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vais le montrer tout de suite. Au niveau de l'allumage, quand on essaye d'allumer avec ce type de panne que je vais décrire, le disque dur ne doit pas tourner. C'est-à-dire qu'on ne doit pas entendre de bruit particulier au niveau du roulement, du moteur ou quoi que ce soit. Le disque dur ne doit pas tourner, la machine ne doit pas s'allumer, que le disque dur soit en disque dur principal, en sachant qu'ici le disque dur n'est pas branché en tant que disque dur principal. Là j'ai ici le disque dur principal, il est ici. Donc il fonctionne évidemment, il n'y a aucun problème, voilà, c'est un disque dur avec un Windows 7 qui est installé dessus, et il fonctionne sans problème, et donc le disque dur là est branché en disque dur externe, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en supplément en tout cas. Donc évidemment il est bien branché, il n'y a pas de problème, et puis la bécane se lance sans problème, sans ce disque dur, donc de toute façon je vais le montrer. Donc là tout est branché. Donc là je vais essayer de l'allumer. Donc je sais pas si ça va s'entendre. Voilà, et donc alors, bon évidemment vous pourrez pas le sentir, mais moi je sens que ça sent le brûler. Voilà. Au niveau du disque dur en question, et là comme vous voyez il n'y a rien qui s'allume, les ventilos tournent pas. Voilà, il n'y a rien qui s'allume, il n'y a pas de lumière, etc. Et bon, ça sent légèrement le cramé, mais ça c'est normal. Alors il est possible par contre que vous ayez le ventilo de votre alimentation qui tourne à peine, qui fasse un tour, vous voyez le ventilo de la lime qui tourne et puis qui fait un tour ou un quart de tour et qui s'arrête, qui va pas plus loin, quoi. C'est possible aussi qui tente de s'allumer, que vous voyez une LED qui s'allume, mais dans tous les cas il n'arrivera pas à booter, vous aurez l'écran qui va rester noir et puis il ira pas plus loin. Voilà, donc là maintenant je vais simplement débrancher ici. Alors je sais pas s'il va... Donc ça c'est pareil, voilà, là il se rallume de nouveau pas, donc je vais devoir simplement débrancher au niveau du jus. Bon évidemment j'ai dû couper, enfin c'est pas que j'ai dû, c'est que j'ai été coupé parce que là il n'y avait plus d'espace dans le téléphone, donc j'ai dû changer le lieu de stockage et mettre ça dans la carte mémoire et ça va tout de suite mieux. Bon alors entre temps j'ai rallumé le PC, là vous voyez il tourne. Je pense que vous l'entendez de toute façon. Voilà, les ventilos tournent. Évidemment il est débranché, alors je vais le couper parce que j'ai pas pu montrer la procédure en entier, donc je vais la refaire. Bon, voilà, il vient de se couper. Alors je vais rebrancher mes câbles. Et on va essayer de redémarrer. Voilà. Mais ça ne démarre pas.
ça sent toujours autant le brûler. Donc là, je vais de nouveau débrancher ici. Hein. Et là, je vais carrément devoir... Voilà. Donc évidemment, c'est toujours débranché, rien touché d'autre. Voilà, et là il repart. Alors j'ai pas besoin de le préciser, je pense. Hein. Vous aurez deviné ce qui se passe si on essaye de brancher le disque dur lorsque le PC a booté correctement. Hein. Le PC s'éteint directement, voilà, il se coupe. Voilà, donc je vais expliquer le pourquoi du comment. Et encore une fois, je le précise, ça fonctionne pour toutes les marques. Enfin, moi je sais que j'ai déjà eu à le faire sur des disques de marque Samsung. Et ici c'est du Seagate, c'est du SATA, mais je l'ai fait sur de l'IDE. Ça fonctionne aussi sur de l'IDE. Alors pourquoi faire ça? On pourrait se dire, c'est vrai qu'un disque dur ça vaut rien, maintenant ça vaut vraiment plus rien, on vous les jette à la tête, surtout pour du SATA ou de l'IDE, hein, vous trouvez des 500 Go en occasion, vous en aurez pour 20 €, 30 €, je ne sais pas exactement. On pourrait se dire ça n'a pas grand intérêt. Par contre, si vous avez des données sur le disque dur, bah là forcément vous ne pouvez pas les récupérer. Hein. Si le disque dur il démarre pas, ça va être compliqué. Donc là, à ce moment-là, c'est vraiment inestimable. Quoi. Si vous avez des données importantes, ou des photos, peu importe, des documents, peu importe, que vous voulez absolument récupérer, bah, il faut que le disque dur fonctionne. Donc c'est pas tant pour le côté pécunier, le côté monétaire du coût qu'on aurait pour acheter un disque dur, c'est vraiment le fait de pouvoir derrière récupérer éventuellement des données. Même si dans ce cas-là, bon, moi personnellement ce disque dur là je l'ai acheté en panne, hein. C'est pas un disque dur perso, je l'ai pas mis en panne non plus, je l'ai acheté comme ça, et je l'ai acheté simplement pour faire la démo, hein. C'est-à-dire en achetant le disque dur, d'ailleurs bon, c'est marqué, hein, il est mis, la personne a mis HS, voilà. Et bon, juste pour l'information, voilà, ça c'est pareil, c'est un Samsung, celui-là j'ai réparé aussi, il avait la même chose. Donc je vais montrer, c'est relativement simple. Je vais couper et puis je vais montrer quel est le problème là-dessus. Voilà de nouveau avec le disque dur, hein. Donc c'est toujours le même. C'est toujours le Seagate Barracuda. Voilà. Donc en fait c'est très simple. La diode qui est ici. Voilà. Voilà, la diode qui est là, elle a encore circuit direct à la masse. C'est la panne, tout simplement. Donc cette diode, c'est une diode Zener, ou plus précisément une diode Transil. Voilà. Ici en l'occurrence, Transil c'est un nom déposé, c'est comment on appelle ça, une marque déposée en fait. C'est pas un terme que les fabricants sont censés utiliser dans leur datasheet. D'ailleurs ici en l'occurrence, donc ça c'est une diode de marque ON, hein. Le fabricant c'est ON. Dans leur datasheet c'est marqué diode Zener Regulation ou diode Zener Regulator, je ne sais plus exactement ce qui veut dire diode Zener de régulation tout simplement, mais ce qui est l'équivalent d'une diode Transil. Mais le terme Transil n'est utilisé que par un seul fabricant. Enfin je pense que il n'y a qu'un seul fabricant qui a le droit d'utiliser ce nom-là, parce qu'ils ont dû déposer un brevet ou je ne sais pas exactement. Mais voilà. Alors bon, c'est une diode Zener entre guillemets à peu près classique. La seule chose c'est qu'elle va fonctionner sur une
une plage de tension qui va être extrêmement restreinte. Ici en l'occurrence elle va fonctionner entre 11,4 et 12,6 volts. Donc c'est à dire qu'on peut avoir ici là en entrée au niveau du câble d'alimentation entre 11,4 et 12,6 volts quoi. En sachant que cette diode là, son but ça va être de donner une tension de référence qui va être évidemment tout le temps de 12 volts. C'est-à-dire que même si en entrée vous avez ici 12,6 ou 11,4 volts, ici au niveau de la diode vous aurez toujours 12 volts quoi. Donc ça c'est produit grâce à l'effet Zener quoi. Donc ça c'est sa première caractéristique. Sa deuxième c'est qu'elle va avoir une tension de, j'allais dire de claquage, mais pas exactement, une tension de destruction entre guillemets qui va être extrêmement abrupte au niveau de la tension d'avalanche. À partir du moment où on aura quelque chose qui va être supérieur à 12,6 volts, la diode va claquer directement et va se mettre en court-circuit et va être détruite. Voilà, c'est le but recherché. Ici on a tout un tas de circuits là qui sont relativement sensibles et le but c'est justement qu'ils ne soient pas détruits. Donc on va faire en sorte d'avoir un composant qui va être très sensible à ça et qui va venir s'autodétruire dès lors qu'on a une tension qui dévie un peu trop de ce qu'elle devrait être. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Alors, on pourrait éventuellement donner les raisons pour lesquelles cette diode va claquer. Alors il y en a deux, enfin moi j'en vois deux. Et il y en a deux a priori. La première, c'est vous avez une alimentation qui est défectueuse ou en fin de vie, ou de mauvaise qualité, mauvaise construction, voilà, ça peut être le mélange de ces deux facteurs, ce qui va faire qu'au bout d'un moment, vous avez une tension en sortie d'alimentation, là où vous devez avoir du 12 volts, vous allez avoir un peu plus que ce que vous devrez avoir, et ça peut être un indicateur, quoi. Ça peut être un indicateur d'une mauvaise alimentation, d'une alimentation de mauvaise qualité. Donc il faudra évidemment vérifier que c'est pas le cas, ou du moins de changer l'alimentation, ou bien vérifier que c'est pas l'alimentation, parce que si vous allez changer votre diode, vous risquez d'avoir exactement le même problème, c'est-à-dire que votre diode va de nouveau fumer, quoi. Ça c'est la première possibilité. La seconde, c'est d'avoir tout simplement une surtension au niveau du secteur, hein, donc principalement lié à la foudre. Voilà, ça c'est la première chose. D'ailleurs à la base ces diodes là sont faites pour contrer entre guillemets contrer la foudre. Et bon là ça sera pas une petite surtension qu'on pourrait avoir au niveau de si on a une alim défectueuse qui pourrait être un petit peu plus que 12 volts, je sais pas, peut-être 15, 16, 18 volts, je sais pas exactement. Là si vous avez la tension si vous avez un impact de foudre, hein, bon voilà ça sera un petit peu plus élevé je pense. Ou bien un problème au niveau des perturbations au niveau du secteur EDF, hein, où il y aurait un problème, des dysfonctionnements, ce genre de choses. Il faut savoir que c'est un composant qu'on peut classer de la même catégorie que les fusibles, hein, même si bon, le fusible est censé agir au niveau du courant. Ici c'est un composant qui agit au niveau de la tension, donc on peut plutôt le rapprocher d'une MOV, donc d'une résistance variable qu'on trouve au niveau du primaire des alimentations, juste derrière le fusible, et dont j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur un télé qui avait eu un problème au niveau de la MOV qui avait chauffé, un télé qui était tombé, enfin voilà. Mais bon, ça rentre dans la même catégorie de composants, c'est des composants de protection, hein, tout simplement, même si ici ils agissent aussi en tant que tension de référence, quoi. Alors il faut bien faire attention quand on va changer ce composant, comme dit on doit avoir du 12 volts, donc il faut bien prendre une diode qui fonctionne sous 12 volts, hein, qui a une tension de référence de 12 volts, en sachant que si on prend, je sais pas, parce que bon, vous avez plusieurs modèles, hein, qui ont exactement le même boîtier, hein. Si vous prenez une diode, je sais pas, qui commence à conduire à partir de 20 volts, mais non, mettons,
vous allez brancher votre disque dur et il se passera rien, quoi, hein, étant donné que la diode va conduire à partir de 20 volts. Si vous branchez là ici une alimentation, on va dire qui fonctionne normalement, il va vous fournir du 12 volts. Ici ça va pas passer, quoi, donc votre disque dur tournera jamais, quoi. Maintenant admettons que vous prenez le cas contraire, vous allez prendre une diode qui conduit à partir de 4 volts. En général, encore une fois, comme dit, ce sont des plages de tension qui sont extrêmement restreintes, donc on va dire qu'elle va conduire entre 4 et mettons 6 volts. Voilà. Vous allez brancher votre aliment en 12 volts. Bon voilà, j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Votre diode va cramer tout simplement, quoi. Vous allez certainement pas comprendre, mais enfin vous comprendrez au bout de quelques temps, mais vous finirez quand même par comprendre que bon, la diode était pas calculée comme il faut, quoi. Ou si vous allez avoir votre ventilo d'alimentation qui va tourner, et puis votre disque dur qui va tourner 1 seconde ou 2 secondes, et puis ça va de nouveau claquer, quoi. Donc je vais remplacer cette diode là. Je vais la sortir, je vais bien montrer qu'elle est court-circuitée, quoi, et puis je vais la remplacer par une neuve. Et ça devrait le faire, quoi. Voilà, donc ça c'est la. Alors je vais pas mettre exactement la même, c'est un composant similaire, quoi. Voilà, ça c'est celle que j'avais mis pour l'autre disque dur que j'ai montré tout à l'heure. Alors moi ce que je fais en général, je chauffe et je lève d'un côté. Normalement ça va pas trop mal. Ah, donc là on voit le fonctionnement normal d'une diode Zener, hein. On a bloqué dans un sens et qui conduit dans l'autre. Alors savoir que vous n'êtes même pas obligé de remplacer normalement la diode Transil si elle est HS. Votre disque dur fonctionnera quand même sans. Par contre, si... Alors j'ai de nouveau eu un problème de vidéo qui se coupe tout seul. C'est pas grave. On va installer la nouvelle diode. Je disais que on n'est pas obligé de mettre une neuve, on peut laisser ça comme ça, hein. La seule chose c'est que si on a une surtension au niveau du secteur ou la lime qui est toujours en panne, il y a de grandes chances que les puces qui sont ici prennent un coup, quoi. Et ça serait dommage. Surtout pour le prix que coûte cette diode. On a pour moins d'un euro, hein.
c'est pas bien sorcier, hein. On va refaire juste un dernier test. C'est ok. C'est ok. On va faire ça en direct tant qu'à faire. Hein. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter quelque chose? Chose à dire de plus, à savoir que bon, comme dit, quand j'ai récupéré ce disque dur, je l'ai acheté précisément en panne, avec justement le vendeur décrivait la panne en question. Enfin du moins il décrivait pas la panne en question, il décrivait que le disque dur ne démarrait pas du tout. Et voilà, j'ai simplement déballé le disque dur du carton, il m'a fallu entre 4 et 5 secondes on va dire pour déterminer la panne. Mais bon, alors malheureusement, c'est pas. Vous n'aurez pas 100% de panne de disque dur qui seront cette diode. Ça serait trop beau. On peut considérer qu'il y a environ peut-être 15% des disques durs en panne. Encore une fois, des disques durs 3,5 pouces. 3,5 pouces IDE et puis SATA qui vont présenter ce type de défaut, je dirais environ 15% des disques durs. J'ai complètement oublié de le montrer, alors bon, je vais voilà, le disque dur tourne, donc il va falloir que je réteigne la machine, mais je vais montrer au niveau du nettoyage peut-être du PCB en dessous, ça coûte rien de le faire, je vais montrer ça encore, ça sera relativement rapide.